Dans une récente vidéo, afin d'évoquer le rôle que jouait la voiture au début de la Première Guerre mondiale, j'ai parlé du célèbre épisode des taxis de la Marne. C'est-à-dire lorsqu'en septembre 1914, l'armée française réquisitionna les taxis parisiens pour transporter plusieurs milliers de soldats depuis la capitale vers le front, à quelques soixantaines de kilomètres seulement de Paris. Une manœuvre militaire hors norme qui surprend l'armée allemande, permettant aux forces alliées de remporter la première bataille de la Marne. Eh bien, cette célèbre manœuvre marquera les esprits de l'époque et restera dans la mémoire nationale comme l'expression du génie français. Mais j'avais envie de revenir sur cet événement en me posant une question assez simple. Quelle importance peut-on réellement accorder à cette fameuse manœuvre? Et si en réalité l'épisode était militairement insignifiant? Face à une éventuelle guerre sur deux fronts, l'armée allemande prépare déjà depuis quelques années un plan offensif qu'il nomme le plan Schlieffen. Mis au point en 1905, ce plan prévoit de contourner la défense française par la Belgique et d'exécuter un mouvement enveloppant pour prendre à revers les forces alliées à l'ouest et au sud de Paris. C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Oui, je sais, mais c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Ouais, je sais, mais je peux pas m'en empêcher. En fait, ce plan découle de la volonté allemande de mettre hors jeu le plus rapidement possible un des deux fronts, en l'occurrence la France plus que la Russie, pour d'évidentes raisons géographiques. Pour ça, le plan Schlieffen se fonde sur une hypothèse. Les Français, dans un esprit de revanche suite à l'humiliation de 1870, chercheront absolument à reprendre l'Alsace-Lorraine. C'est donc dans cette région qu'ils concentreront leurs forces. En fait, les Allemands planifient une immense manœuvre de contournement en passant par la Belgique et le nord de la France pour arriver sur Paris le plus rapidement possible. Mais surtout, et on l'oublie trop souvent, ils planifient également d'éviter de résister trop frontalement à l'assaut des Français en Alsace-Lorraine pour pouvoir attirer les troupes adverses plus avant. C'est pourquoi le grand contournement, après la prise de Paris, doit revenir vers l'est pour fermer un encerclement sur une armée française qui sera trop engagée en Alsace-Lorraine. Le résultat sera non seulement la prise de la capitale adverse, mais aussi l'annihilation de l'armée française. Dès les premières semaines de la guerre, les troupes françaises s'élancent donc vers l'Alsace et la Lorraine, qui représentent alors l'objet de rêves patriotiques français depuis leur annexion par l'Allemagne en 1871. Et pourtant, malgré l'application du plan 17 par le général Joffre, la percée en Lorraine est un réel échec pour l'armée française, qui est arrêtée sec par la puissance de feu allemande. Il faut dire que lors de la bataille de la Lorraine, l'armée française essuie plus de 20 000 pertes en à peine 2 jours. En voyant l'échec total de leur plan d'attaque, les Français ne tardent pas à sonner la retraite. Mais attention, il est important de comprendre que la défaite n'entraîne pas forcément la déroute, et que la retraite des forces françaises se fait plutôt en bon ordre. Mais l'heure est grave, la course contre la montre est déclenchée. Le 2 septembre, les Allemands ne sont plus qu'à 25 km de Paris. Et comment ils sont arrivés là? De quoi? Les Allemands. Comment ils sont arrivés là? Non mais on n'a pas forcément le temps. En fait, contrairement aux Français, on peut dire que tout va bien pour les Allemands. Même si Liège résiste un peu plus que prévu, tout se passe selon leur plan, forçant des alliés en forte infériorité numérique à se replier plusieurs fois. Leur seule réaction, la bataille de Guise, échoue, mais déséquilibre le dispositif allemand, le forçant à se réorienter vers le sud-est. En attendant, les alliés se replient sur la Marne. Le plan Schlieffen, réadapté par von Moltke le Jeune, général en chef des armées allemandes sur le front français, au point d'être renommé le plan Schlieffen von Moltke, se passe donc à peu près comme prévu. Oui, mais tout est dans le à peu près. Merci Quentin. Donc je disais que les Allemands ne sont plus qu'à 25 km de Paris. Malgré les demandes de renfort du général Gallieni, Joffre ne lui accorde que la 6e armée, repliée sur Paris avec ses 60 000 hommes. Face aux 300 000 soldats et la puissante artillerie de von Kluck, on comprend bien que la prise de Paris est inévitable. Je te laisse imaginer le sentiment d'inquiétude qui règne alors sur la capitale. En fait, la cause semble tellement perdue que le gouvernement français préfère quitter la capitale pour s'installer à Bordeaux, et que pour sauver Paris du désastre, Joffre songe même un instant à déclarer ville ouverte. Mais sur la pression des parlementaires et de certains ministres, le cabinet se résigne à ordonner à Gallieni de défendre la ville à outrance. Le général s'applique alors à mettre la ville en état de défense. Il fait par exemple creuser des tranchées ou abattre les arbres qui gênent le tir, et se prépare même à faire sauter les ponts, la tour Eiffel et les poudreries. Le 3 septembre, il fait afficher cette proclamation martiale sur les murs de la ville. J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Et il enverra même une lettre au général Joffre déclarant « Je m'efforcerai de tenir le plus longtemps possible ». La prise de Paris est donc inévitable. L'envahisseur allemand va en faire qu'une bouchée.
Mais à ce moment-là, l'impensable arrive. Von Moltke, mis en confiance par la marche rapide de ses troupes, commet une erreur grave. En apprenant que les Russes se sont mobilisés bien plus rapidement que prévu, il décide de lâcher quelques divisions de son armée pour les affronter. Laisse, Eron, je vais m'en occuper. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Le plan Schlieffen-von Moltke avait un défaut majeur. Il ne prévoyait aucune marge. Ainsi, le siège trop long de Liège, la sape réussie des infrastructures ferroviaires par les Belges puis par les Français, ou encore la bataille de Guise, sont autant d'éléments qui ont fortement retardé les Allemands et ont forcé à beaucoup d'adaptations. Ce qui, mis bout à bout, mène forcément à des difficultés logistiques et de coordination. Et surtout, à une perte de temps inestimable quand le but du plan des Allemands est de se débarrasser le plus vite possible d'un des deux fronts pour vite se réorienter vers les Russes. Et suite à la bataille de Guise, les généraux von Kluck et von Bülow, commandant alors respectivement la première et la deuxième armée allemande, sont aspirés par le repli de la 5e armée française. En effet, cette dernière s'est retirée plus rapidement que prévu, et von Kluck, avec l'aval de ses supérieurs, continue la poursuite, mais en obliquant au sud-est, sur la Marne. La première armée allemande présente donc son flanc droit sans défense au corps expéditionnaire britannique de Sir French et à la 6e armée de Monoury. Les mouvements de von Kluck sont bien évidemment sous constante observation par les aviateurs alliés, et lorsque le général Gallieni apprend la nouvelle, il ne tarde pas à prévenir Joffre et à le conseiller de profiter de cette occasion pour contre-attaquer. C'est ainsi que Joffre lance un ensemble d'assauts pour exploiter ce flanc droit offert par la première armée allemande, avec le corps expéditionnaire britannique et la 6e armée. La 5e, elle, se retourne pour pouvoir frapper à la jonction entre la première et la 2e armée allemande. Je crois qu'on l'a tous bien compris, c'est le début de la bataille de la Marne. L'enjeu de cette bataille est considérable. Si le front français cède, alors il n'y aura plus rien pour s'opposer à la ruée de von Kluck dans le territoire français. La 6e armée est menacée sur son aile gauche, c'est-à-dire par le nord. Donc le front ne doit pas céder. Mais le général Gallieni s'aperçoit que von Kluck ne s'attend pas à une attaque venant de la capitale, et s'expose donc à une attaque qui peut lui coûter cher. Mais comment amener à temps les troupes stationnées à Paris sur le front ? Gallieni a alors l'idée géniale de réquisitionner les taxis parisiens pour transporter le plus rapidement possible 2 de ses régiments. Et c'est la fameuse compagnie de taxis G7 appartenant au comte Walewski qui mettra 1100 chauffeurs et leur Renault type AG1 à disposition pour transporter les troupes parisiennes. Afin d'éviter les observateurs de l'aviation allemande, les taxis roulent de nuit, les uns derrière les autres. Dans chaque taxi, 4 hommes s'entassent avec leur chargement. Personne, à part l'officier qui guide le convoi, ne sait où on va. Et au total, ce sont près de 4000 hommes qui seront ainsi transportés en quelques heures à 50 km au nord-est de Paris. Engagée le 5 septembre, la bataille de la Marne va voir une nouvelle erreur des Allemands le 9. En effet, von Kluck décide de tenter un encerclement par le nord de la 6e armée, ce qui le réoriente entièrement vers l'ouest, tandis que von Bülow continue son combat contre la 5e armée. Alors que le reste du front français se stabilise et parvient même à transmettre des renforts à l'ouest, les 1re et 2e armées allemandes creusent un espace de 50 km entre elles à cause de leur mouvement, isolant la 1re armée et offrant le flanc droit de la 2e. Les Alliés envoient immédiatement 3 corps d'infanterie et 2 divisions de cavalerie dans l'espace ainsi ouvert pour percer la ligne allemande. Von Moltke le voit et ordonne le repli de tout son dispositif sur l'Aisne pour éviter de perdre une armée. Après cette surprenante défaite de l'armée allemande, le général von Moltke est rapidement remplacé à la tête de l'état-major par le général Falkenhayn. Mais cela n'empêchera pas von Kluck de rendre plus tard cet hommage aux combattants alliés. Que des hommes ayant reculé pendant 10 jours, que des hommes couchés par terre et à demi-morts de fatigue puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon. C'est une possibilité dont il n'a jamais été question dans nos écoles de guerre. Mais alors, l'épisode des taxis de la Marne a-t-il réellement permis aux forces alliées de remporter la bataille ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, on doute de plus en plus sur l'impact qu'ont apporté les 2 régiments acheminés de Paris vers le champ de bataille. Et dans ce sens, plusieurs points sont en général soulevés. Tout d'abord, il faut savoir que la mobilisation de véhicules civils pour le transport des troupes et du matériel est un élément prévu depuis le début de la guerre. Il y avait déjà par exemple pas mal de conducteurs de taxis pris dans l'armée pour les camions, ce qui est bien une preuve que les Français pensaient la motorisation en amont. Ensuite, ce ne sont certainement pas ces 5000 hommes qui ont apporté la victoire, la bataille ayant engagé du côté des Alliés plus d'1 million d'hommes sur tout le front. Et même en disant que leur déploiement concerne plus explicitement les 5e et 6e armées françaises ainsi que le corps expéditionnaire britannique,
Ça intervient tout de même dans un paquet de 200 000 hommes. De plus, les deux régiments en question étaient déjà pas mal usés puisqu'ils avaient fait toute la campagne depuis la Belgique. Ils seront placés en deuxième ligne et ne mèneront aucun assaut. C'est clairement l'ensemble de la contre-attaque sur tout le front, ainsi que la percée entre la première et la deuxième armée allemande qui ont pesé dans cette victoire. Oui, voilà, avec ce que vient de dire Quentin, on voit bien qu'en réalité on est loin de la légende patriotique qui prétend que ces troupes ont permis d'apporter un réel poids supplémentaire face aux troupes allemandes. Par contre, de son côté, la presse de l'époque donnera à cette manœuvre une forte portée symbolique. On se sert par exemple de cet épisode pour valoriser l'ingéniosité du général Gallieni ou le sursaut d'une société en guerre. Ainsi, les taxis de la Marne sont restés dans la mémoire nationale comme l'expression du génie français, fait d'improvisation et de débrouillardise, face à la redoutable organisation qui caractérise alors l'Allemagne. On peut aussi supposer que de nombreux chauffeurs de taxi ont contribué à alimenter le mythe et à l'ancrer dans le quotidien des civils, par exemple en racontant à leurs passagers leur participation à la bataille de la Marne. Donc on comprend bien que malgré l'insignifiance militaire de cette manœuvre, elle eut pourtant une réelle portée psychologique sur la population, l'épopée devenant rapidement un vecteur de patriotisme, de symbole d'unité et de solidarité nationale. Alors, que peut-on dire pour terminer cette vidéo? Et Quentin, cette fois-ci je te laisse la parole. Le général Joffre sera considéré comme le grand vainqueur de la bataille de la Marne et recevra pour cette occasion le bâton de maréchal en 1916. Gallieni, de son côté, sera quelque peu oublié par l'histoire. Sans parler des 2 millions d'hommes engagés dans cette bataille, qui aura fait 200 000 morts ou disparus, et autant de blessés. Bien sûr, et puis si d'un côté les Français y voient un véritable miracle de la Marne, les Allemands, eux, nieront la défaite et parleront d'un simple repli tactique. En tout cas, la guerre que tout le monde voulait courte est maintenant statique, et l'enterrement des troupes devient une réalité. Oui, enfin, tu oublies qu'il se passe encore pas mal de choses avant l'enterrement des troupes. Que ce soit la course à la mer, la poursuite, sans même parler des autres fronts, que ce soit du côté des Russes, des Roumains, des Italiens qui se tournent contre l'Autriche-Hongrie. On peut aussi assez facilement parler des Grecs, des Turcs. Oui, Quentin, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Dans tous les cas, une chose reste certaine. La bataille de la Marne apporta un coup d'arrêt aux troupes allemandes, renversant le cours de la guerre, changeant de ce fait le destin du pays et celui du monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie bien évidemment Quentin de la chaîne Sur le Champ pour sa participation à la vidéo. Si le sujet t'a plu, que l'histoire de la guerre, de la tactique et de la stratégie c'est ton truc, je te recommande vivement d'aller découvrir sa chaîne. Mais en ce qui nous concerne, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. D'ailleurs, il serait temps que tu me coupes.